Salut SE, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans cette vidéo la deuxième partie pour cette année intitulée La communication nerveuse. C'est un système assez beau, assez intéressant. Ça nécessite un peu de concentration de votre part, un peu d'étude. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir lorsque vous suivez bien, vous comprenez le tout. C'est tellement beau, c'est tellement intéressant. L'activité 1, c'est le système nerveux, un réseau organisé. Nous allons commencer dans cette vidéo par une introduction générale de ce système. Des informations que vous connaissez déjà, nous allons les revoir, que vous connaissez de la seconde. Je commence par une mise en situation. On vous dit là, tu écoutes un son très fort, tu sursautes. Tu vois un serpent, tu as très peur, ton corps sécrète de l'adrénaline. Comme vous savez, c'est l'hormone de la peur, sécrétée lorsqu'on a peur ou bien lorsqu'on est stressé. Tu as froid et soudain tu commences à frissonner, ton corps tremble. Alors, qui est responsable de toutes ces actions? Quelles sont donc les fonctions de ce système, qui est le système nerveux? Comme vous le savez, c'est le système nerveux qui est responsable de tout cela. La première question à laquelle nous allons répondre dans la suite, comment est organisé le système nerveux chez les vertébrés? Donc, à vous de réfléchir avant de voir les informations dans le PowerPoint. Deux, quelle est la plus petite unité de structure ou bien l'unité de base du système nerveux? Trois, nommer les structures principales de cette unité de base, de cette unité de structure. Quatre, qu'est-ce qu'un nerf? De quoi est-il formé? Et 5, d'où émergent les nerfs? Ça veut dire d'où ils vont partir, d'où ils vont sortir. Nous allons répondre par la suite à toutes ces questions, mais je commence par une étude de cas. On vous dit Virginie est testée positive pour le Covid-19 le 18 mars 2020, donc l'année dernière. Elle évoque après une semaine de toux, de maux de tête et de vertige, avoir perdu l'odorat et le goût. Donc elle avait commencé par les symptômes de maux de tête, de vertige et tout, et puis elle a perdu l'odorat et le goût, comme est le cas de la majorité des personnes atteintes du Covid-19, comme vous le savez. Elle était donc incapable de sentir le brûlé d'un plat trop cuit au four ou encore la vinaigrette. À savoir que lorsque je dis les personnes vont perdre le goût, c'est vraiment une perte totale. Ça veut dire ils sentent plus rien. Ils mangent un concombre, c'est tout comme s'ils mangent une pizza. Rien de différent au niveau du goût. Elle était donc incapable de sentir tout cela. La perte du goût a duré une semaine et la perte d'odorat un peu moins. C'est variable d'une personne à l'autre, je vous rappelle. Parfois, on perd le goût et l'odorat pour un temps beaucoup plus long. L'acidité et l'amertume, tout ce qui est amer, sont réapparus après le goût du sucré et du salé. Voilà le cas qui est devant vous. Vous devez poser le problème relatif à cette situation. Je vous rappelle, poser le problème, c'est une question. Donc, le problème que vous avez posé, c'est quelle est la cause de la perte du goût et de l'odorat chez les personnes atteintes du Covid-19 ou bien chez Virginie. Je vais commencer par les fonctions générales du système nerveux. Comme vous le savez, c'est l'un des systèmes le plus important de notre corps. C'est le chef de tous les autres systèmes. Personnellement, je l'adore ce système parce que vraiment, lorsque vous comprenez comment il fonctionne, vous comprenez la plupart des maladies qui se présentent dans notre corps, parce que la majorité des maladies sont relatives aux, je ne dis pas que toutes les maladies, non, mais la majorité sont relatives à ce système nerveux. On vous dit que suite à un état de stress, vous développez des maladies. Alors, le stress, c'est ce qui atteint essentiellement le système nerveux. Donc, lorsque ce système est atteint, il va causer des dérèglements dans beaucoup d'autres systèmes. Ce système est bien complexe, il est différent entre vertébrés et invertébrés. Pour cette année, on se contente d'étudier le système chez les vertébrés. Il permet la communication entre les êtres vivants et l'environnement extérieur. Donc, je communique avec mon extérieur, je me protège de cet environnement. Il me permet de survivre, de faire cette interaction, tout comme il permet la communication entre mes organes internes. Vous savez que lorsqu'il y a sécrétion d'hormones, lorsqu'il y a un changement de pression artérielle, lorsqu'il y a changement de température corporelle, tout ça est réglé spontanément dans mon corps. Comment? C'est grâce à cette communication qui s'établit entre les différents organes.
Il se compose de centres nerveux, de récepteurs sensoriels, d'organes effecteurs, de neurones qui transmettent le message. Nous allons les voir en détail par la suite. Il accomplit trois fonctions essentielles. Je vais les nommer là et juste à la suite, on va les expliquer en détail. De un, la fonction est de recevoir l'information. Donc, c'est la réception de l'information. Et lorsque je dis l'information, ça peut être soit des stimulus internes, et on va expliquer plus tard c'est quoi stimulus, soit des stimulus externes. Donc, interne, c'est tout ce qui vient de mon cœur, externe, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. De la fonction de l'intégration, ça veut dire, après avoir reçu l'information, il va l'intégrer, c'est qu'il va l'analyser, il va mémoriser et prendre une décision. Cette décision se traduit sous forme de l'action. Qui va faire cette action? C'est des organes effecteurs qui vont effectuer, ça veut dire faire cette action. C'est soit des muscles, soit des glandes. Je passe là à la définition des termes et là on vous a mis que c'est à retenir. C'est pas à retenir mot à mot, bien sûr, mais c'est à très très bien comprendre pour savoir comment utiliser ces termes scientifiques de façon correcte. Le stimulus, c'est tout changement physique ou bien chimique de l'environnement de la cellule. Ça veut dire tout ce qui entoure la cellule, que ça soit dans le corps ou bien à l'extérieur du corps. Le stimulus, donc, peut être externe, il vient de l'environnement de mon corps, donc extérieur à moi-même, et il est dans ce cas capté par les organes de sens. Vous savez, les organes de sens sont là, le toucher, la vision, le goût, l'odorat et l'audition, l'ouïe. Alors, c'est comme le stimulus peut être comme le son, la lumière, l'odeur, le toucher d'un objet. Vous allez les voir dans le tableau juste après. Ou bien le stimulus peut être interne, ça veut dire il provient de mon corps lui-même, comme le changement de pression artérielle qui est capté par des récepteurs internes qui sont présents sur les vaisseaux sanguins. En général, cette année, on va travailler uniquement avec les stimulus externes parce que les stimulus internes sont beaucoup plus développés et un peu plus durs. Mais rien n'empêche de vous donner aussi des stimulus internes. Les récepteurs sensoriels, ce sont des structures capables d'être activées par un stimulus. Ça veut dire le récepteur ne va agir, ne va être réveillé, si vous voulez, que grâce à un stimulus qui provient soit de l'environnement interne ou bien externe d'un organisme vivant. Et en réponse à ce stimulus, le récepteur peut engendrer, ça veut dire il peut créer un message nerveux. Voilà par exemple là la lumière et la stimulation ou bien le stimulus. Cette lumière qui est le stimulus est reçue par un organe sensoriel ou bien par un récepteur sensoriel qui est bien sûr dans ce cas l'œil. Donc chaque récepteur a son propre stimulus. Je ne peux pas dire que le son est le stimulus de l'œil parce que le son n'est pas reçu par l'œil. Vous comprenez un peu l'idée de stimulus et de récepteur? Donc c'est bien spécifique. Nous passons à l'organe effecteur. Ce sont les muscles volontaires que je nomme squelettiques, comme vous le savez. Les muscles du corps qui sont volontaires, comme par exemple le biceps et le triceps, ce sont des muscles que je nomme squelettiques. Et j'ai aussi des muscles involontaires que je nomme lisses. Par exemple, les muscles de la vessie. Il existe au niveau de la vessie des muscles qui sont involontaires, qui se contractent, mais de façon involontaire. Ils reçoivent un message, bien sûr, mais qui n'est pas volontaire. Le muscle du cœur aussi, il reçoit des messages pour se contracter, pour se relâcher, mais c'est pas volontaire. Si je décide d'arrêter mon cœur, je ne peux pas le faire. Si je décide de faire battre mon cœur, je ne peux pas le faire. Alors je les nomme des muscles lisses involontaires. Ils répondent au stimulus par une contraction, comme vous le savez, muscle égale contraction. Ou bien je peux avoir des organes effecteurs qui sont les glandes endocrines. Et vous savez que lorsque je dis endocrines, c'est qu'elles vont sécréter des hormones. Alors, lorsque le message est envoyé à un organe effecteur, si c'est un muscle, il va se contracter. Si c'est une glande, elle va sécréter des hormones. Bien clair jusque-là? Donc, revoyez un peu ce slide. Les définitions sont à très bien comprendre, voire à retenir.